Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de mes lectures de ce mois de janvier 2024. Il arrive un petit peu en retard, j'ai eu de légers contretemps, mais j'ai lu pas mal de livres donc je ne pouvais pas faire cette vidéo plus tard dans l'année puisque je vais avoir aussi beaucoup de livres à lire pour le mois de février. Au total j'ai lu 9 livres toujours confondus au mois de janvier, donc c'est quand même assez important. Donc dans cette vidéo nous allons parler d'un manga, de 4 BD et de 4 romans au total, ce qui est vraiment un chiffre pas mal, surtout que je n'ai acheté aucun livre au mois de janvier, donc j'ai quand même pu descendre ma pile à lire et ça fait plaisir. On va commencer par le manga. Donc il s'agit de La Gameuse et son chat, que j'ai décidé de lire comme première lecture de janvier 2024 pour un petit peu m'aérer la tête, pour me changer les idées, puis c'était une lecture très rapide que j'ai lue en 40 minutes. C'est un manga qui me faisait de l'œil dans les rayons. On parle de jeux vidéo, de gameuse et d'un chat, forcément je me dis ce sont deux sujets qui vont m'intéresser et que je vais adorer. Je partais quand même avec un très gros a priori, j'avais peur que ça soit trop penché gameuse, hardcore, etc. Et en fait c'est quand même très mignon et tous les propriétaires de chats vont se retrouver dans ces aventures puisqu'il y a des petites bêtises qu'ils font au quotidien mais qui sont tellement attendrissantes qui font qu'on les aime, et puis elle va du coup utiliser ses compétences de gameuse pour les transposer à son chat, et je trouve que le côté comique de cette situation est assez drôle. D'ailleurs en parlant de chat, la mienne veut s'incruster dans cette vidéo mais c'est difficile puisqu'il n'y a pas de place vu qu'il y a trop de livres. Donc je suis ravie de suivre cette jeune trentenaire célibataire qui vient d'adopter un petit chaton. Franchement j'ai adoré et je pense que je vais continuer car c'est vraiment très léger, c'est sans prise de tête et ça se dévore tout seul. C'est mignon, j'ai souri à plusieurs moments, donc voilà, je pense que je vais poursuivre car c'est très réconfortant finalement. Ensuite on passe aux BD. J'ai emprunté 2 BD au CDI de mon établissement, donc je ne les ai plus avec moi. Dans un premier temps j'ai lu Florida, écrit par Jean Dittard, parce que je voulais lire une lecture sur le thème qui était un petit peu actuel, sur ce que j'étais en train de traiter avec mes élèves de seconde, sur les conquêtes justement en Amérique, et c'est totalement le sujet qui a été abordé de façon très juste et j'ai eu un coup de cœur quand même pour cet ouvrage, pour cette BD, car les dessins sont vraiment très beaux et on va y suivre en fait un aventurier. Alors il y a tout un univers très complexe et c'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles sur 5, car finalement je pense que si on ne connaît pas un peu d'histoire on peut être très vite perdu, car on est dans un contexte de guerre de religion, de protestants qui se sont enfuis en Angleterre, donc il faut connaître à la fois le contexte historique français, anglais, qui est donc un cartographe qui est parti dans une expédition française mais qui finalement va être peut-être voulu être recruté par les Anglais pour pouvoir parler un petit peu justement de cette conquête de la Floride et d'aller conquérir de nouvelles terres dans un contexte de colonisation et justement de course à cette conquête américaine. Bref, vous voyez, c'est un petit peu très comment dire, dense en fait en récit historique et en information, puisqu'en plus on évoque de nombreux explorateurs mais très brièvement, voilà, on donne juste leur nom sans expliquer trop ce qu'ils ont fait, donc forcément j'ai un bagage historique, j'ai pu comprendre. Mais si on ne connaît pas et qu'on découvre le sujet, c'est un petit peu complexe je trouve, mais c'est un récit qui est très juste, très beau, car justement ce n'est pas un récit qui a été enjolivé comme il y a pu avoir justement à cette période, puisque vous savez que l'histoire est fabriquée, que les témoignages ne sont pas totalement authentiques, il y a forcément un parti pris, et là justement on va retracer le témoignage d'un homme qui a été complètement bouleversé, qui a été traumatisé par ces événements. Il a accompagné une exploration en Floride et ça ne s'est pas passé comme on peut le raconter quand on raconte des conquêtes glorieuses, etc. Pas du tout, puisqu'ils se sont confrontés à la réalité du terrain qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont confrontés déjà dans un premier temps dans un voyage très long, avec des décès, avec le manque de nourriture, le fait de manger ses camarades décédés. Déjà, mais c'est la réalité des choses. Ensuite sur place ils se sont confrontés à des tribus qui ne se sont pas soumises à eux et qui ont aussi une force de se battre, où il y a eu des massacres, où le terrain n'était pas propice à leur culture, etc. Et ça a été des expéditions qui ont parfois été désastreuses et c'est magnifiquement bien raconté, le fait que les hommes se sont retrouvés abandonnés par justement les pouvoirs européens et qu'ils se sont mis à même à manger du papier tellement on était arrivé à un stade de pauvreté et de difficultés en fait auxquelles ils étaient confrontés. Donc c'est un récit de conquête coloniale qui est juste et ça c'est très rare, donc voilà, je tiens à le souligner. Je pense que c'est une très belle découverte, un très beau témoignage et les illustrations sont aussi très jolies. Voilà pourquoi j'ai apprécié cette BD.
Et continuons justement dans une BD historique puisque j'ai reçu en service presse par mon partenariat de Page Turner cette dernière parution Lebensborn écrit par Isabelle Maroger, publié chez Bayard Graphique, et vraiment le coup de cœur était énorme. J'ai été extrêmement touchée par ce récit réaliste encore une fois également, où l'autrice va donc retracer ses origines familiales puisqu'elle a reçu une remarque comme ça dans le métro d'une personne âgée, enfin je sais plus, dans le métro ou dans les transports en commun, sur son fils, comme quoi c'était une personne, enfin que son fils était blond aux yeux bleus et que c'était une race qui devenait rare. Et donc là ça l'a interpellée, surtout que sa mère en fait on connaît pas très bien ses origines, donc elle va retracer toute son histoire et elle va se rendre compte que sa mère est née dans un Lebensborn puisque les nazis avaient donc deux programmes. Le premier, exterminer donc les juifs dans les camps de déportation et d'extermination, et le deuxième programme, les Lebensborn, donc ce sont les maternités dans lesquelles justement on va renouveler la population allemande et fabriquer des bons ariens blonds aux yeux bleus. Bref, franchement extrêmement touchant de faire cette enquête avec l'autrice, de découvrir son passé familial et notamment à travers ceci qui est assez lourd, et j'ai découvert quand même une thématique assez importante et que notamment il y a eu un Lebensborn en France pas très loin de là où j'ai grandi et que je n'en avais pas du tout connaissance, donc vous voyez on en apprend vraiment tous les jours. Je vous conseille hein, de lire cette histoire. Franchement c'est extrêmement touchant. J'ai eu ma petite larme à la fin, je vous avoue. J'en attendais beaucoup de cette BD mais peut-être pas autant à être aussi touchée, donc vraiment pareil, je l'ai lu très vite. Et ça c'est un livre que je recommande si vous voulez découvrir le sujet donc de Lebensborn, ou que vous vous intéressez un petit peu plus ou moins à la Seconde Guerre mondiale et aux quêtes d'identité. Voilà, les origines personnelles, tout ça, la généalogie, les enquêtes au microcosme, en fait finalement c'est la rencontre entre la micro-histoire et la macro-histoire, donc c'est vraiment extrêmement bien réalisé. Les deux prochaines BD sont plus ou moins reliées à l'histoire puisque je suis extrêmement fan de mythologie grecque comme vous le savez. Donc dans un premier temps je voulais vous présenter cette magnifique BD Les héros de la mythologie grecque que j'avais acheté l'année dernière et qui m'a servi. Je cherchais en fait une BD ou une sorte d'encyclopédie autour de la mythologie grecque assez simple avec une belle mise en page, et j'ai vraiment été servie parce que là il y a vraiment un très beau travail de vulgarisation. Alors attendez que je vous montre une page typique. Par exemple là nous avons donc sur Perséphone, donc on a les informations sur la déesse, puis ensuite son histoire, concrètement l'histoire du mythe, avec des peintures très belles, franchement les tableaux sont très bien choisis. On a aussi des petites touches d'humour, on a des origines étymologiques, et ensuite on a des comparaisons avec comment elle a été remployée aujourd'hui dans les mythes, enfin dans le quotidien par exemple, comment on peut retrouver ce mythe, etc. Donc on a vraiment tout plein comment dire, de thèmes qui sont abordés. Alors le titre n'est pas très bien choisi, il n'est pas très juste parce qu'on ne parle pas que des héros de la mythologie. On nous présente les 12 Olympiens, puis ensuite on nous présente les héros certes, mais aussi des mythes et aussi des épopées, donc c'est un peu réducteur et c'est pas assez global, mais j'ai trouvé tout ce que je souhaitais dans cette BD que je trouve très bien réalisée. Quoique parfois il y a certaines répétitions, forcément des mythes se croisent et donc on a parfois la sensation d'avoir déjà vu finalement, mais je pense que pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la mythologie, c'est un très bon ouvrage que vous pouvez garder dans votre bibliothèque sans pour autant en lire 36 000 autres, pour pouvoir avoir l'essentiel dans une seule œuvre. Et ouais, moi j'aime bien voilà ce mélange de mise en page un peu comment dire, je sais pas, je cherchais une mise en page comme ça en fait finalement, où il y avait à la fois des informations, des dessins et des œuvres d'art qui font donc rappeler ces événements. Donc voilà, franchement je vous le recommande chaudement également, j'ai apprécié cette lecture même si je l'ai fait traîner très longtemps, parce que c'est plus un ouvrage pour apprendre des choses plutôt que de s'aérer la tête, donc c'est pour ça que je l'ai fait traîner. Enfin, dernière BD sur la thématique de la mythologie grecque également, que j'ai donc emprunté, que je n'ai pas avec moi. Il s'agit de L'Or Olympus, le tome 3, écrit par Rachel Smith. J'aime beaucoup cette BD avec les tonalités qui sont choisies donc pour représenter chaque personnage avec une couleur vraiment, et là je trouve qu'on rentre un peu plus dans une histoire plus complexe, un peu moins, enfin il y a toujours cette romance très présente et qui... Ils sont mignons parce qu'ils marchent un peu sur des œufs, ils savent pas trop comment s'y prendre, donc c'est assez simple et assez
comment dire, attachant, mais en même temps on découvre un peu justement la part sombre et tous les enjeux complexes autour des enfers, etc. En fait le problème avec ce genre de BD c'est que je les adore, je les dévore et je reste un petit peu sur ma faim. J'ai l'impression qu'on n'avance pas tellement dans l'histoire et que on fait un peu du surplace. J'aimerais vraiment qu'il y en ait un peu plus, donc c'est pour ça que j'ai adoré, mais en même temps je reste un petit peu mitigée sur cette lecture. Bien sûr je dois lire évidemment encore la suite, donc le tome 4 et le tome 5, j'ai un petit peu pris de retard là-dessus, il faut que je le rattrape. C'est des lectures qui peuvent nous permettre de nous évader très facilement, donc c'est pour ça que je les adore également, car entre deux gros romans, je trouve que c'est des lectures idéales pour voilà, prendre les choses sans se prendre la tête finalement, et ça c'est top. Bon, on reste dans la romance et dans la mythologie grecque, mais nous passons à la catégorie des romans. Premier roman que j'ai lu en 2024 et qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, qu'on m'a recommandé moult et moult fois. Il s'agit du Chant d'Achille, écrit par Madeline Miller. Donc je devais le lire en 2023 et en fait en réalité je l'ai commencé fin 2023 et il m'a duré jusqu'en début 2024. Et comment vous dire, je vous ai partagé mon opinion sur Instagram. Bah c'était bof, voilà, je suis un peu déçue, peut-être que j'en attendais trop parce que justement on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a dit voilà tu vas adorer, tu vas pleurer, tu vas voir, etc. Ben non en fait, peut-être parce que je connaissais aussi déjà l'histoire de Achille et de Patrocle, peut-être que c'est pour ça que comme je savais comment ça allait terminer, je savais, j'avais pas de surprise et finalement c'est pour ça que je n'ai pas pleuré, peut-être parce que aussi c'est un peu trop contemplatif à mon goût, c'est vraiment ce que j'ai à reprocher dans cette lecture, c'est que c'est vraiment très lent. Alors j'ai adoré, hein, c'est vraiment une très belle balade dans la Grèce antique où on va retracer, excusez-moi je vous ai pas fait de résumé, mais on va donc retracer l'histoire de Achille et de Patrocle qui est donc son compagnon, et qui vont donc grandir ensemble et qui vont donc s'entraîner, puisque du coup Achille a une histoire très complexe qui est un demi-dieu et sa mère ne veut pas qu'il aille combattre pour la guerre de Troie, mais c'est en même temps le héros grec typique qui est donc reconnu pour justement sa capacité à se battre et qui va être reconnu comme le plus puissant des Grecs, donc forcément lui aussi il a envie d'aller prouver sa valeur, il a un petit peu de l'hybris, je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est que l'hybris dans la Grèce antique, mais c'est un petit peu ça finalement, et du coup on va les suivre ensemble, et là c'est une réécriture grecque puisque dans cette histoire, Patrocle et Achille entretiennent une relation amoureuse, donc une relation très proche finalement, très fusionnelle qui va naître entre les deux. Alors dans les faits c'est vrai qu'ils étaient proches, mais de là à créer une histoire d'amour, je suis pas certaine, mais j'ai bien aimé justement retracer ces événements historiques. C'était une belle balade en Grèce antique où on va suivre justement l'évolution de ces deux personnages. Il y a quand même des choses qui sont tirées et des faits historiques réels, mais voilà, je trouve que c'était très long, très contemplatif, et en fait c'est la façon dont elle s'est approprié les personnages, j'ai l'impression que c'est très froid, très distant, on a du mal à, comment dire, les dialogues sont très succincts, j'ai du mal à m'attacher à eux en fait, et parfois ils m'ont même agacée, je les ai vraiment trouvés trop un peu, pas robotique, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant d'émotions que ça, donc j'ai pas compris justement cette part de oh là là j'ai été trop émue et j'ai pleuré. Non. Donc voilà, je reste quand même sur un 3 sur 5 qui est quand même une bonne note, c'est quand même la moyenne, mais je le recommande pas plus que ça si vous n'êtes pas, si vous n'aimez pas la mythologie grecque, si vous n'aimez pas la romance et le contemplatif, passez votre chemin parce que vraiment c'est tout ce que vous détestez. En parlant de romance, j'ai lu sur ma liseuse Hyacinthe, donc c'est les tomes des chroniques de Bridgerton écrits par Julia Quinn. J'avais laissé tomber finalement ma lecture, puis je me suis dit mais attends Laura, c'était des lectures qui étaient super chouettes, pourquoi tu as arrêté? J'ai pas terminé donc la saga. Et en fait ce livre s'est lu extrêmement vite, je me souvenais plus que ça se lisait aussi simplement. J'ai adoré replonger dans l'ambiance des bals mondains, donc du 19e siècle. J'ai adoré retrouver justement ce charme de cette société anglaise où il y a tout ces codes finalement, mais que Hyacinthe brise puisqu'elle a quand même du caractère, elle s'impose, et ça franchement j'ai adoré parce que c'est pas souvent qu'on retrouve justement des filles de caractère dans ce genre d'écriture où justement la fille a plutôt tendance à se laisser aller par son mari,
Là c'est pas le cas et donc franchement j'ai adoré. Justement on a aussi une petite enquête etc. Et toujours ce suspense qui est vraiment très bien dessiné tout au fur et à mesure de cette histoire. J'ai adoré, un peu frustrée de la fin quand même parce que j'attendais justement, spoiler hein, j'attendais le mariage, il s'est pas vraiment passé, je voulais vraiment assister à cette scène et je l'ai pas eu donc je suis un peu déçue. Mais ça reste quand même une très bonne romance, vraiment je crois que c'est l'une les seules romances que j'aime vraiment énormément. D'habitude je trouve que c'est un peu niais etc. Peut-être que c'est la façon d'écrire de l'autrice qui me plonge un peu plus dans cette ambiance puisqu'elle écrit avec un langage plus soutenu et donc j'apprécie un peu plus ma lecture. Après les scènes ne sont pas non plus très explicites et ça c'est aussi très pratique. Enfin en tout cas moi je préfère que ce soit un peu plus subjectif et que du coup qu'on ait ces scènes un peu de romance et où il se tourne autour et que notre cœur bat un peu plus avec les joues un peu plus roses. Mais sans pour autant que ça soit du trash et du vulgaire. Je trouve que c'est vraiment parfait. C'est ce type de romance que j'adore. On passe dans une toute autre catégorie puisque nous avons eu une lecture commune sur le Discord. Donc nous avons un livre à lire chaque mois que j'ai donc déjà publié sur le Discord si vous voulez nous rejoindre. Le lien est dans barre d'infos. Donc nous avons lu pour ce premier mois de l'année le tome 1 du Labyrinthe puisque je suis extrêmement fan de dystopique mais j'avais toujours pas lu cette saga, c'était un scandale. Elle est sortie il y a 10 ans quand même, j'ai 10 ans de retard. Mais j'ai expliqué sur Instagram les raisons de pourquoi j'ai eu un petit blocage avec cette série. Mais bon bref, le tout c'est que j'ai pu le lire et alors j'ai adoré ma lecture, franchement c'était très haletant je trouve, le suspense est très bien maîtrisé par l'auteur, surtout le suspense de fin de chapitre, ça nous fait vraiment enchaîner, les chapitres sont très très courts donc ça nous permet de voir, de lire finalement les chapitres comme ça en s'enchaînant sans qu'on s'en rende compte qu'on est déjà à 4 chapitres lus en 20 minutes. Donc non c'est vraiment très sympa. Si vous n'avez pas lu le Labyrinthe, je pense que vous vivez dans une grotte. Je sais pas si je vous fais un résumé parce que je sais pas. Si, allez, pourquoi pas. Donc on va suivre Thomas qui se réveille dans une boîte métallique qui est en train de monter et quand il est donc en haut, il se retrouve au milieu d'une sorte d'un espace avec plein de garçons et ils vont donc lui apprendre qu'il est enfermé dans un labyrinthe et que donc il y a toute une organisation qui s'est créée autour de ça. Donc les garçons sont donc dans une société en autarcie finalement et chaque jour les murs bougent pour se refermer la nuit pour empêcher les j'ai envie de les appeler les clicksters mais c'est pas ça, c'est comment ils s'appellent. Il y a des bestioles qui rôdent dans le labyrinthe et ils n'y vont pas la nuit mais quand le jour se lève ils vont donc dedans, il y a des coureurs donc spécifiques qui vont courir dans le labyrinthe pour essayer de trouver une porte de sortie, sauf qu'en fait le labyrinthe s'avère être une totale énigme pour qu'ils puissent sortir. Bref, donc j'ai apprécié cette lecture, vraiment ça se lit tout seul, ça se dévore même. J'ai quelques reproches quand même à lui faire parce que c'est quand même parfois pas assez descriptif à mon goût mais en même temps ça nous permet de mieux nous plonger finalement dans l'univers et de mieux nous l'approprier. Donc c'est bien mais à la fois pas bien, enfin je sais pas, je suis un peu sceptique là-dessus, un peu mitigée on va dire, parce que j'aurais aimé quand même plus de détails à certains moments, c'est très... Enfin on avance tac 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 comme ça, c'est très mécanique finalement, même si on s'attache à certains personnages qui sont quand même assez importants. Et la deuxième chose que j'ai à dire c'est que si on supprime un peu le dernier chapitre, j'ai l'impression plutôt d'être dans une science-fiction que dans une dystopie, car pour le moment on n'a pas encore les réponses finalement à tout ceci. Donc j'ai pas l'impression que c'est une société qui a été modifiée dans le mal dans le futur, vous voyez, c'est un peu la définition de ce que c'est qu'une dystopie, les dérives d'une société, mais là en fait j'ai l'impression que c'est plus une expérience qui est effectuée sur des jeunes, donc forcément je suis un peu sceptique et j'ai besoin de réponses encore qui n'ont pas été dévoilées dans le tome 1, ce qui est normal puisque ça va venir au fur et à mesure, donc j'ai besoin d'en apprendre un peu plus pour vraiment m'approprier ce genre de dystopie. Vraiment j'ai plus l'impression d'être dans une partie science-fiction que dystopie. C'est ça qui me dérange un petit peu plus. Enfin, on termine ce point lecture avec un roman qui n'est pas des moindres puisqu'on termine avec le tome 3 de Keleana écrit par Sarah J. Maas. Vous savez que j'ai eu un réel coup de cœur pour le tome 1 de Keleana, vraiment extraordinaire, j'avais adoré et c'était en 2021 je crois, donc j'ai vraiment fait retarder la lecture de cette saga. J'ai lu le tome 2 en 2023, j'avais été un peu sceptique, c'était très long et donc du coup j'étais un peu mitigée. Et ce tome 3 malheureusement avec les événements qui se sont passés dans ma vie perso font que je l'ai traîné en longueur, je l'ai lu en plus de 3 semaines donc voilà, je pouvais pas très bien me mettre parfois dans le mood. Je l'ai terminé vraiment au début du mois de février, donc je l'ai mis dans mon bilan lecture de janvier car c'est quand même les 3 quarts que j'ai lu en janvier.
J'ai bien aimé, franchement on a tout un changement qui s'opère là dans l'univers où on va découvrir du coup tout plein de choses qui n'existaient pas encore dans les précédents tomes. Petit résumé du tome 1 pour vous donner envie de lire cette saga. Donc on va suivre Keleana qui est donc une prisonnière à la prison d'Andover, sauf que le prince d'Orient d'Ardalan va venir la libérer pour participer à un tournoi dans lequel vont s'affronter les pires délinquants de tous les royaumes afin d'élire l'assassin du roi qui donc pourra rentrer au service du roi pendant 4 ans et ensuite il sera donc libéré. Donc dans le premier livre on va suivre des épreuves etc. C'est vraiment cette compétition que j'ai adorée et en plus de cela on a une sorte de petite romance qui va commencer à naître et quelques touches de magie. J'avais adoré, franchement l'intrigue était vraiment excellente. Donc dans le tome 2 Keleana est devenue l'assassineuse du roi, donc on va la suivre à travers justement cette nouvelle vie qu'elle fait et cette espèce de romance s'est transformée avec une autre personne et moi je voulais pas parce que moi j'aimais pas trop la romance qui était tissée entre spoiler Keleana et Kaol. Du coup je dis non, je suis dans le déni, je veux pas, voilà. Et ensuite on avait découvert un peu plus de magie finalement, on avait découvert un peu plus de complot aussi puisque dans tout ça le roi il est pas totalement neutre, il a banni la magie mais au final il en s'en utilise un peu à mauvais escient. Et donc dans ce troisième tome nous allons suivre Keleana qui a été envoyée donc sur un autre continent où elle va rejoindre en fait sa famille et c'était une intention de Kaol de le faire et Keleana aussi, même si elle est un petit peu mitigée, elle marche un petit peu sur des œufs. Dans ce tome là on va donc alterner entre 3 points de vue, du coup là je vous spoil hein, si vous voulez ne pas découvrir ce qu'il y a dans ce tome 3 je vous invite à quitter la vidéo finalement. Donc dans ce tome 3 on va suivre 3 points de vue. Le point de vue de Keleana qui va aller donc s'entraîner auprès de sa famille même si elle doit en fait révéler que c'est une demi-faée et donc s'entraîner pour justement maîtriser sa magie et son apparence de faée puisque du coup elle est restée quasiment humaine tout au long de sa vie et que c'est très compliqué. Donc on va la suivre à côté de Rowan. Enfin, je le découvre enfin ce jeune homme qui fait tant parler de lui sur les réseaux sociaux, qui va donc l'aider à s'entraîner etc. Franchement les scènes elles sont badass de magie quand Keleana elle est trop vénère sur ses adversaires là. Ça envoie du lourd. Deuxième point de vue, forcément Kaol qui reste sur le continent auprès du prince d'Orient qui va devoir essayer de cacher ses pouvoirs magiques qui se montrent de plus en plus importants et qui va avoir une petite liaison amoureuse qui finira mal. Et ensuite on suit donc un troisième point de vue que là j'ai vraiment pas aimé, je sais pas pourquoi, mais les sorcières là, les dents, les becs noirs et tout ça là, les dents de fer je les aime pas. Là, Manon, là, je sais pas, je les trouve... Enfin, j'aime pas cet aspect, je peux pas savoir pourquoi parce que j'aime bien les univers de sorcières, etc. Mais je les trouve trop hautaines, trop distantes, elles sont froides, elles sont pas assez humaines. Mais en même temps, ça met un petit peu plus de challenge dans l'univers. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, je pourrais pas vous expliquer réellement pourquoi j'aime pas trop, mais... c'était pas nécessaire de les faire venir, voilà. Peut-être que dans les tomes prochains ça va être un peu plus explicite, mais là vraiment on va partir en guerre, là tout va s'accélérer avec le tome 4. Là ça va devenir waouh, l'affrontement, les guerres, là on peut pas, là on est au bord du craquage avec les révélations à la fin là de Dorian qui montre sa magie à son père et waouh, genre voilà. Donc je l'ai aimé, vraiment, je suis passée à ça du coup de cœur. Voilà, je pense que je l'aurais pas fait autant traîner dans la longueur, j'aurais eu un coup de cœur. Bien sûr maintenant il faut que je lise les préquels, enfin les histoires annexes là, le préquel avant de me lancer dans la lecture du tome 4. Mais ouais, c'est un univers qui est très prometteur, qui mélange tout ce que j'adore, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et bien ce bilan lecture est enfin terminé, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter, je suis désolée, cette vidéo est sûrement un petit peu longue, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre une emoji, un emoji d'une tasse de café si vous êtes resté jusqu'ici pour que vous puissiez me dire que vous m'avez écouté jusqu'à la fin, ce qui est vraiment
chapeau à vous, hein, je vous félicite parce que m'écouter parler pendant plus de 20 minutes, waouh. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager tous mes retours sur ces livres et d'avoir pu expliquer mes coups de cœur ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, quels sont votre avis sur ces lectures, puisqu'on peut avoir des avis totalement différents, notamment sur le chant d'Achille. Je pense que je vais même faire des ennemis, très fort possible, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Bref, moi je vais vous laisser ici, je vous dis donc à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de vous évaluer. Ciao ciao.